Le fossoyeur m'attrapa le bras au moment où je m'éloignais du cercueil de mon père. « Monsieur ». Sa voix était basse, urgente, presque un murmure arraché de force à sa poitrine. « J'ai besoin de vous dire quelque chose. Pas maintenant. » Je tentais de me dégager. Ma mère attendait près de la voiture, silhouette noire et immobile comme une statue de sel, le mouchoir serré dans le poing depuis 3 jours. Les autres personnes présentes aux funérailles se dispersaient entre les allées du cimetière, figures sombres qui glissaient en silence entre les pierres tombales comme des ombres que le soleil de l'après-midi allongeait sur les graviers. Il y avait cette odeur propre au cimetière parisien d'automne. Terre humide, chrysanthème jaune, le léger parfum métallique de l'air avant la pluie. Une odeur que j'allais désormais associer pour toujours au mot impossible. J'avais dans la poche un éloge funèbre que j'avais tout juste réussi à prononcer sans m'effondrer. Je me souviens encore du moment où le papier avait commencé à trembler entre mes mains. Non pas d'émotion, me dis-je à l'instant, mais de quelque chose de plus physique, comme si le corps comprenait avant le cerveau que quelque chose ne collait pas. Je me souviens des yeux de ma mère fixés sur moi depuis le premier rang, gonflés de larmes, avec cette fragilité que je ne lui avais jamais vue. Cette fragilité qui m'avait brisé le cœur 2 fois, une fois parce qu'elle était réelle, et une autre, je ne devais le découvrir que plus tard, parce qu'elle était jouée. Mon père était mort. Marc Fontaine, 67 ans. Une crise cardiaque, avait-on dit. On l'avait trouvé dans son bureau 3 jours plus tôt, effondré sur son bureau, parti avant même que le SAMU arrive. L'image de cette pièce me hantait. La lampe encore allumée sur la table, les documents éparpillés, la tasse de café à moitié pleine sur sa soucoupe, comme s'il avait juste levé les yeux un instant et décidé de ne plus les baisser. Mon père, Marc Fontaine, qui avait passé 40 ans à construire quelque chose, une famille, un cabinet, une réputation, laissé là comme une phrase inachevée. J'avais passé les 72 dernières heures à organiser des funérailles, à consoler ma mère, à essayer de me tenir debout pour ma femme et mes enfants. 72 heures sans dormir plus de quelques heures d'affilée, sans manger autre chose que le café apporté par les voisins et les collègues, sans vraiment ressentir quoi que ce soit, parce que la douleur était si grande qu'elle était devenue presque anesthésiante, comme une dose trop forte de quelque chose qui cesse de faire effet et commence à faire peur. Je n'avais pas le temps pour ce que voulait me dire ce fossoyeur. Je m'appelle Julien Fontaine. J'ai 39 ans. Je suis avocat en droit des affaires à Paris. J'ai un cabinet dans le 8e arrondissement, une femme que j'aime, 2 enfants qui sont ma vie, et jusqu'à 3 jours plus tôt, je croyais connaître tout ce qui comptait de ma famille. Je croyais savoir qui était mon père. Je croyais savoir d'où je venais, sur quoi reposait mon histoire. Je me trompais de manière si totale, si absolue, si vertigineuse, qu'aujourd'hui encore, 2 ans après, je me réveille parfois la nuit, dans le noir de notre chambre avec Claire qui respire légèrement à côté de moi, et je reste à fixer le plafond en me demandant si ce dimanche au Père-Lachaise a vraiment eu lieu, si ce n'était pas un très long rêve, un de ceux qui semblent avoir la consistance de la vraie vie, dont on se réveille convaincu un instant qu'ils se sont réellement produits. Ce dimanche avait vraiment eu lieu. « Votre père m'a payé », dit le fossoyeur. Je m'arrêtai. Ce ne fut pas une décision consciente. Ce fut le corps. Ce même corps qui avait tremblé pendant l'éloge funèbre, ce même corps qui pendant 3 jours avait fonctionné de manière mécanique, automatique, comme une montre qui continue de marquer l'heure même quand la personne qui la porte n'est plus là, qui refusa de faire un pas de plus. Payé pourquoi ? Le fossoyeur, un homme usé par le temps, la cinquantaine, la peau du visage marquée par des années de travail en plein air, de la terre sous les ongles de celui qui enfonce les mains dans la terre chaque jour et n'arrête pas d'y penser même sous la douche, les yeux de celui qui a vu trop d'enterrements pour croire encore aux cérémonies, se rapprocha encore. Il se rapprocha si près que je pouvais sentir l'odeur du tabac sur ses vêtements, légère et presque douce. Pour enterrer un cercueil vide. Le monde vacilla. Ce n'est pas une métaphore. Le monde vacilla vraiment. Le gravier de l'allée sembla pencher de quelques degrés vers la gauche.
Les pierres tombales autour de moi semblèrent perdre leur verticalité. L'horizon se déplaça. Je sentis un vertige soudain et aigu, comme lorsqu'on se lève d'un bond après être resté assis longtemps, mais multiplié par quelque chose qui n'avait pas de nom. Arrêtez de plaisanter. Mon père est mort. J'ai vu son corps à la chambre funéraire. Vous avez vu ce qu'il voulait que vous voyiez? C'est absurde. Ma voix sortit plus plate que je ne le souhaitais. Plate comme le bitume sous les pieds. Il y a eu une veillée. Les gens ont signé le registre. Ma mère l'a embrassé sur le front. Le fossoyeur pressa quelque chose dans ma paume. Une clé. Petite, en laiton bruni, avec l'aspect de quelque chose d'ancien et de soigné à la fois. Quelque chose qui avait été conservé avec attention, sorti et remis dans le tiroir des milliers de fois au fil des années. Sur le côté de la tête était gravé un numéro. 17. C'est quoi ça? Ne rentrez pas chez vous. Sa voix descendit jusqu'à devenir un sifflement, le son de quelqu'un qui a peur d'être entendu, qui regarde autour de lui en parlant. Allez à l'unité 17, le garde-meuble de la rue de la Roquette, près de la Nation. Votre père a laissé des instructions. Des instructions? Je ris, et ce fut un rire bref, involontaire, presque hystérique. Il est mort il y a 3 jours. D'une crise cardiaque. Mon téléphone vibra. Un message de ma mère. Rentre seul à la maison. Je fixai le message. 5 mots. Aucun point d'interrogation. Aucun point d'exclamation. Aucune des 1000 nuances que ma mère mettait dans chaque message qu'elle m'avait jamais envoyé au cours de 30 ans. Pas de mon chéri, pas de mon amour, pas des émojis qu'elle avait appris à utiliser avec un enthousiasme tardif et touchant, pas des points de suspension avec lesquels elle finissait toujours ses phrases, comme si elle n'arrivait jamais à dire complètement ce qu'elle voulait dire. 5 mots. Froid, comme des pierres. Quelque chose se contracta dans mon estomac. Le fossoyeur vit l'écran. Son visage, déjà pâle sous le hâle du travail en plein air, devint d'un blanc qui faisait peur. « Ne le faites pas, dit-il. » Sa voix avait perdu jusqu'à la dernière couche de retenue. Maintenant, c'était seulement de la peur, nue et reconnaissable. « Quoi que vous fassiez, ne rentrez pas chez vous. Pas encore. Allez tout de suite à l'unité 17. » Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une sorte de plaisanterie macabre? Pourquoi un homme qui travaille dans un cimetière fait-il ça le jour des funérailles de mon père? Votre père disait que vous poseriez des questions. Il disait que vous étiez avocat, que vous aviez toujours besoin de preuves, que vous ne faisiez confiance à rien que vous ne puissiez toucher de vos propres mains. L'homme glissa la main dans la poche intérieure de sa veste, une veste sombre, élimée au coude, qui avait connu de meilleurs jours, et en sortit une enveloppe, jaunie, usée au coin comme quelque chose qui a été manipulé de nombreuses fois au cours de nombreuses années. Les bords s'effilochaient légèrement. Elle avait l'aspect de quelque chose de très vieux qui avait été conservé avec grand soin. Il me l'a remise il y a 20 ans. Il m'a dit de vous la donner si jamais je devais vous remettre la clé. Je pris l'enveloppe. Sur la face avant était écrit mon prénom, de l'écriture de mon père. Julien. Cette écriture précise, légèrement inclinée vers la droite, avec les lettres légèrement plus grandes au début de chaque mot puis plus serrées vers la fin. La même que j'avais vue toute ma vie sur des cartes d'anniversaire, des notes sur le réfrigérateur, des lettres envoyées quand j'étais à Lyon pour mes études de droit, des rappels laissés sur la table de cuisine quand il partait pour des conférences. Une écriture que je reconnaissais dans le noir, que je reconnaîtrais entre 1000, que je reconnaîtrais encore aujourd'hui alors que des années ont passé et que je n'ai vu cette enveloppe qu'une seule fois. Julien. Écrit par une main qui, selon le certificat de décès, n'aurait plus jamais rien dû écrire. Il a tout planifié depuis longtemps, mon fils. Le fossoyeur avait dans la voix quelque chose de presque admiratif, mêlé à autre chose, une vieille tristesse, la tristesse de celui qui a porté un secret si longtemps qu'il est devenu une partie de son identité. Quoi qu'il y ait dans ce garde-meuble, il voulait que vous le trouviez. Et ce message? Il indiqua mon téléphone d'un geste à peine esquissé. Votre père en avait peur, assez peur pour simuler sa propre mort. Il se retourna.
Attendez, votre nom. Qui êtes-vous? René Duchamp, dit-il sans se retourner. Je travaille dans ce cimetière depuis 30 ans. J'ai enterré plus de gens que je ne m'en souviens. Mais celle-là, ajouta-t-il en s'arrêtant un instant, les épaules toujours tournées vers moi. C'est le premier cercueil vide. Puis il s'éloigna, disparaissant entre les pierres tombales, comme s'il n'avait jamais existé, comme si le Père-Lachaise l'avait simplement avalé, comme il fait avec toutes les choses qui ne doivent pas être vues. Je restai seul devant la tombe de mon père. Une tombe avec un cercueil vide en dessous. Dans une main, je serrais une clé en laiton. Dans l'autre, je tenais une enveloppe avec mon prénom écrit de la main d'un mort. Le message de ma mère brillait sur mon téléphone avec ces 5 mots qui ne lui ressemblaient pas du tout. Et le vent d'octobre qui venait des allées boisées du cimetière portait l'odeur des fleurs déposées sur le cercueil. Fleurs blanches, lisses et gerbes rases blancs, comme ma mère l'avait voulu. Le parfum d'un deuil pour quelqu'un qui n'était peut-être pas mort. Rien, absolument rien dans ma vie n'avait plus de sens. Je ne rentrai pas chez moi. Je ne saurais pas l'expliquer avec précision. Ce ne fut pas une décision prise avec la tête. La tête, à ce moment-là, essayait encore de traiter l'information la plus élémentaire, celle d'un cercueil vide et d'un père qui n'était peut-être pas mort. Ce fut quelque chose de plus ancien et de moins rationnel. L'instinct, peut-être? La mémoire musculaire des années passées à écouter les incohérences dans les récits, à trouver les contradictions dans les dépositions, à comprendre quand une histoire avait des trous. Le travail d'un avocat qui ne s'éteint jamais complètement, même le jour des funérailles de son père. Ou peut-être était-ce simplement l'expression sur le visage de René Duchamp quand il avait vu ce message? Ce blanc soudain sous le hâle, cette peur qui ne se joue pas. Ou peut-être l'enveloppe, cette enveloppe jaunie avec mon prénom écrit 20 ans plus tôt. Je l'ouvris dans la voiture, garée au bord du cimetière, dans le parking à moitié vide, où ne restaient que les voitures des proches et les fourgons de la société de pompes funèbres. Mes mains tremblaient aussi violemment que j'arrivais à peine à déchirer le sceau d'une enveloppe qui avait été fermée 20 ans plus tôt, peut-être par ces mêmes mains que j'avais tenues pendant les jours de deuil. Ces mêmes mains que j'avais vues accomplir 1000 gestes domestiques au cours d'une vie entière. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, blanche, épaisse, le type de bon papier qu'on utilise quand on veut que quelque chose dure. Couverte d'un seul côté, écrite à la main, avec la même écriture inclinée que sur la face de l'enveloppe. Julien, si tu lis ceci, c'est que René t'a remis la clé, ce qui signifie que j'ai dû disparaître. Je sais que tu as des questions. Je sais que tu es confus, en colère, probablement convaincu que c'est une plaisanterie élaborée de très mauvais goût. Ce n'en est pas une. Tout ce que je vais te dire est vrai. Et je suis désolé, plus désolé que tu ne pourras jamais le savoir, plus que je ne saurais l'écrire sur cette feuille, de te l'avoir caché pendant si longtemps. J'ai porté ce secret pendant toute ta vie d'adulte. J'ai regardé tes enfants naître en sachant qu'il existait. J'ai dansé à ton mariage en sachant qu'il existait. J'ai dîné avec toi chaque dimanche. J'ai discuté de football et de politique et de tout ce rien merveilleux dont parlent les pères et les fils quand ils ne parlent pas de ce qui compte vraiment. Et je savais qu'il existait. Je ne me le pardonnerai jamais complètement, mais j'espère que tu pourras le faire. Va à l'unité 17, garde-meuble de la rue de la Roquette. La clé ouvrira le cadenas. À l'intérieur, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour comprendre. Mais Julien, et c'est la partie la plus importante, celle que je te demande de lire 2 fois, ne rentre pas chez toi. Pas avant d'être allé au garde-meuble. Pas avant d'avoir compris ce qui se passe. Si tu as reçu un message de ta mère te demandant de rentrer, surtout s'il semble étrange, froid, différent de sa façon d'être, n'y va pas. Ce n'est pas eux. Ils ont ta mère. Ils s'en servent pour t'atteindre. Je t'expliquerai tout. Je te le promets. J'ai attendu trop longtemps pour ne pas te l'expliquer. Fais confiance uniquement à la femme au garde-meuble. Elle s'appelle Patricia. Elle t'attend. Je t'aime, mon fils. Je t'ai toujours aimé. Et tout ce que j'ai fait, tout, même les choses pour lesquelles tu as tout le droit de m'en vouloir,
C'était pour te protéger, toi et ta famille. Va tout de suite à l'unité 17. Ton père. Je lus la lettre 3 fois. La première fois avec les yeux qui couraient vite, à la recherche de quelque chose qui laisserait entendre que c'était un mensonge, une plaisanterie, une folie. La deuxième fois lentement, mot à mot, en laissant chaque phrase se déposer comme un sédiment au fond d'un verre. La troisième fois en silence, tenant la feuille entre mes mains comme on tient les choses fragiles, les choses précieuses, les choses qui, si elles tombent, ne se brisent pas mais se transforment en autre chose. Puis je mis le moteur en marche et me dirigeai vers la rue de la Roquette. Le garde-meuble de la rue de la Roquette était un vaste complexe aux confins du 11e arrondissement, dans cette zone de Paris qui n'est plus vraiment le centre, mais n'est pas encore la banlieue. Cette bande grise d'entrepôts reconvertis, de restaurants éthiopiens et de laveries automatiques que la ville produit à ses marges comme une sorte de sédiment urbain. Des rangées de box en métal ondulées de couleur gris clair, mat sous la lumière de l'après-midi. Des caméras de sécurité positionnées à chaque angle avec cette obsession pour la surveillance devenue l'esthétique de notre époque. Un portail grillagé de 3 mètres de haut avec du fil de fer barbelé au sommet, du type qu'on voit autour des chantiers et des zones désaffectées. L'air sentait le béton, l'essence brûlée, et cette qualité spécifique de silence que possèdent les lieux où les gens viennent déposer les choses qu'ils n'arrivent ni à garder ni à jeter. Je me garai devant le bureau d'entrée. Je restai assis dans la voiture quelques secondes, regardant mon reflet dans le rétroviseur. J'avais desserré ma cravate. La cravate noire que j'avais mise 3 jours plus tôt et que je n'avais jamais changée parce que je n'étais pas rentré dormir chez moi. Et les yeux de quelqu'un qui ne dort pas depuis des jours, rouges sur les bords, avec cette fatigue profonde qui va au-delà du physique et devient une condition de l'âme. Entre, me dis-je. Entre et découvre ce qui se passe. Au bureau d'entrée, une femme se tenait debout près de la porte, comme si elle m'attendait, comme si elle savait exactement à quelle heure j'arriverais. Julien Fontaine? Ce n'était pas une question. Elle avait la quarantaine avancée, peut-être 46, peut-être 48, avec cette qualité d'âge que certaines femmes ont, et qui n'est pas un âge précis, mais une phase de la vie où l'on a cessé de s'en préoccuper. Cheveux châtains, rassemblés de façon pratique, sans coquetterie. Traits réguliers, rien d'ostentatoire. Vêtements civils, un pantalon gris foncé, un manteau long couleur camel, des chaussures basses à semelles en caoutchouc, le genre de chaussures qui ne font pas de bruit. Mais quelque chose dans sa façon de se tenir, dans la façon dont ses yeux se déplaçaient méthodiquement même quand elle me regardait, quelque chose qu'elle avait appris et n'arrivait plus à arrêter, criait force de l'ordre avec une clarté qui n'avait pas besoin de mots. Patricia. Capitaine Patricia Renard. OCRGDF. Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Elle ouvrit un portefeuille en cuir sombre, montra une carte pendant moins de 3 secondes, puis la remit dans sa poche avec la naturelle de quelqu'un qui fait ça des dizaines de fois par jour. « Votre père m'a dit que vous viendriez. Il vous attendait depuis ce matin. » Attendez, l'OCRGDF? Quel rapport entre la police financière et mon père? Mon père était expert comptable? Tout sera expliqué, mais pas ici. Son regard fit un tour rapide et méthodique des caméras visibles. On nous surveille. Nous devons bouger maintenant. Elle me guida à travers le labyrinthe de box, numéros croissants sur des portes identiques, gris sur gris, la monotonie géométrique d'un espace conçu pour contenir, et non pour être vécu. Nous passâmes le 1, le 2, le 5, le 10. Nous passâmes le 15 et le 16. Le fond du complexe était plus silencieux, plus isolé. Loin du bureau, loin du portail, loin des caméras principales. Unité 17. Une porte métallique pareille à toutes les autres. Un cadenas en acier qui semblait neuf. « Utilisez la clé », dit Patricia, et sa voix était devenue plus basse, presque un murmure. J'insérai la petite clé en laiton dans le cadenas. Elle tourna parfaitement, non pas avec la résistance de quelque chose de vieux et rouillé, mais avec la fluidité de quelque chose de récemment graissé, préparé, prêt.
Le cadenas s'ouvrit avec un son net et définitif. Je levai le rideau métallique. Le bruit métallique du rideau qui se relevait se dispersa dans l'air frais de l'après-midi, et mon père se leva d'une chaise à l'intérieur. Julien. Sa voix. Sa voix exacte, avec cette qualité légèrement enrouée qu'il avait toujours eue le matin et qui ne disparaissait jamais tout à fait au fil de la journée, avec cette inflexion légèrement lyonnaise qu'il n'avait jamais tout à fait réussi à effacer malgré des années de vie à Paris, avec cette façon particulière qu'il avait de prononcer mon prénom, comme s'il contenait quelque chose de plus que les 3 syllabes qui le composent. Il semblait plus vieux que lors de la mise en bière, plus fatigué, avec quelque chose d'usé autour des yeux, les cheveux plus gris que dans mon souvenir, ou peut-être était-ce la lumière artificielle du box. Il portait les vêtements de quelqu'un qui dort habillé depuis des jours. Mais c'était lui. C'était indubitablement, impossiblement, extraordinairement lui. Vivant. Papa, je sais. Il se leva de la chaise, fit un pas vers moi. Je sais que c'est beaucoup, mais j'ai besoin que tu entres et que tu fermes la porte avant que quelqu'un nous voie. Je trébuchais à l'intérieur comme si mes jambes ne savaient pas très bien dans quelle direction aller. Patricia entra derrière moi et abaissa le rideau métallique. Le bruit métallique cette fois fut définitif. Un son de fermeture, de frontière. L'espace était plus grand que je ne l'avais imaginé. Pas un box ordinaire. Ce qui se trouvait devant moi n'était pas un espace de stockage. C'était une pièce habitée, vécue depuis longtemps. Un lit de camp dans un coin recouvert de couvertures militaires, un petit réfrigérateur ronronnant contre le mur droit. Une table sur laquelle étaient reposés 2 ordinateurs portables ouverts et 3 écrans plus grands, chacun connecté à des caméras de surveillance de différents endroits. Je reconnus le coin de notre rue dans le 16e, le portail de l'école de Sophie, l'entrée de mon cabinet. Un mur entier couvert de photographies, de documents, de photocopies d'actes judiciaires, de cartes de la ville avec des cercles tracés à la main, et au milieu de tout cela, un système de ficelles rouges qui reliait les différents éléments comme quelque chose sorti d'un film, comme quelque chose sorti du cauchemar de quelqu'un. Et au centre de tout cela, mon père, Marc Fontaine, l'homme que j'avais cru enterrer 1 heure plus tôt. Comment ? C'était le seul mot que je réussis à prononcer. Comme si tous les autres mots, les questions, les accusations, la confusion, le soulagement absurde et inattendu de voir qu'il était vivant, s'étaient tous bousculés ensemble vers la sortie et se bloquaient mutuellement. « Assieds-toi, mon fils. » Il indiqua une chaise pliante installée près de la table. « Ça va prendre un peu de temps. » Je m'assis. Mes jambes n'auraient de toute façon plus tenu longtemps. Le corps à la chambre funéraire, c'était celui de qui ? Un cadavre d'un département de médecine légale universitaire. Même taille, même corpulence. Les pompes funèbres ont été dédommagées pour ne pas poser de questions. Une pause. La façon dont il dit ces mots, posément, sans orgueil, avec la fatigue de quelqu'un qui a planifié quelque chose d'énorme et n'éprouve aucun plaisir à l'avoir fait, me dit plus que n'importe quoi d'autre qu'il disait la vérité. J'ai planifié tout ça pendant des mois, Julien. Depuis que j'ai appris que Victor Karim allait sortir de prison. Victor Karim. Je répétais ce nom comme s'il pouvait me dire quelque chose seul, sans contexte. Qui est Victor Karim ? Mon père échangea un regard avec Patricia. Un de ces regards entre personnes qui partagent un secret depuis si longtemps que le secret est devenu une partie d'elle-même, comme un organe de plus. Puis il prit une longue et lente inspiration, comme quelqu'un qui se prépare à soulever un poids dont il sait déjà la lourdeur. « C'est la raison pour laquelle je t'ai menti pendant toute ta vie d'adulte. » Il fallut 2 heures pour raconter l'histoire. 2 heures assis sur cette chaise pliante dans le box numéro 17 d'un garde-meuble de la rue de la Roquette, tandis qu'au dehors, l'après-midi se transformait en soir et que les caméras sur les écrans montraient le coin de ma rue avec les réverbères qui s'allumaient un par un. 2 heures pendant lesquelles mon père, debout devant le mur tapissé de photographies et de documents, me raconta l'histoire de sa vie. La vraie, pas celle que j'avais cru connaître.
En 1995, mon père avait 38 ans. Il était expert comptable avec un cabinet prospère installé dans le 9e arrondissement de Paris, une clientèle de petites et moyennes entreprises, une réputation construite en 10 ans de travail précis et honnête. C'était l'année où lui et ma mère venaient de se marier. J'avais vu les photos de ce mariage des centaines de fois. Ma mère dans la robe blanche simple qu'elle avait choisie parce qu'elle disait que les robes compliquées lui semblaient prétentieuses. Mon père avec la veste qui tirait un peu aux épaules et le sourire de quelqu'un qui n'arrive pas à croire à sa propre chance. L'un de ses clients était un homme nommé Victor Karim. En apparence, Karim gérait une société d'import-export dans le secteur du textile. L'un de ces nombreux entrepreneurs qui avaient flairé l'affaire des marchés d'Europe de l'Est après la chute du mur, qui importaient des tissus de Pologne et de Roumanie, et les revendaient à des prix compétitifs aux fabricants français. Il avait un bureau à la Défense, des salariés régulièrement embauchés avec des contrats à durée indéterminée, un site web professionnel, un expert comptable, mon père, qui tenait les livres en ordre. En réalité, il était l'un des plus puissants blanchisseurs d'argent sale de France, qui nettoyait le cash du crime organisé pour des réseaux d'Île-de-France au Midi, de Marseille à Lyon, à travers un réseau de sociétés écrans au nom de personnes qui n'existaient pas ou de prête-noms qui ne parleraient jamais. Mon père ne le savait pas au début. Il ne voyait que les chiffres, les dépôts réguliers, les virements entrants et sortants, les factures de société avec des noms plausibles, les bilans trimestriels qui tombaient toujours justes. C'était un client ordonné, ponctuel dans ses paiements, jamais problématique. Le genre de client qu'un comptable apprécie. Il fallut 6 mois pour comprendre ce qui se passait vraiment. Un soir, travaillant tard au cabinet sur un rapprochement bancaire compliqué, il remarqua une discordance. Petite, presque imperceptible, le genre de choses qui échappe si on n'est pas habitué à chercher ce qui ne devrait pas être là. Une société fournisseur qui n'apparaissait pas au registre du commerce et des sociétés. Une facture pour un service sans correspondance logique dans le cycle de production de l'entreprise. Un numéro de compte étranger qui apparaissait dans 2 documents différents sous 2 intitulés différents. Il commença à chercher. Et plus il cherchait, plus il trouvait. Et plus il trouvait, plus il comprenait. Et quand il comprit, il était déjà dedans jusqu'au cou. Ses tampons sur de faux documents, sa signature sur des déclarations qui dissimulaient des transferts illégaux, son professionnalisme transformé en instrument d'une opération criminelle à l'échelle nationale. « J'aurais pu regarder ailleurs », dit-il, avec la voix de quelqu'un qui a fait cette analyse si souvent qu'il l'a usée. Faire semblant de n'avoir rien vu. Fermer le dossier, me retirer de cette clientèle avec une excuse, et continuer. C'est ce qu'auraient fait la plupart des gens, en réalisant qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. « Mais tu ne l'as pas fait ?»« Non ?» Il s'arrêta. Il alla s'asseoir sur le bord du lit de camp, comme si toute cette histoire le pesait physiquement. « Je suis allé à l'OCRGDF. » Il indiqua Patricia d'un geste simple, comme on indique quelqu'un qui fait partie d'une histoire depuis si longtemps qu'il en est devenu le décor. « J'avais 29 ans, » dit Patricia, reprenant le fil du récit avec la naturelle de quelqu'un qui l'a déjà raconté de nombreuses fois, mais sans jamais cesser de le ressentir. « Je venais d'intégrer l'office. On m'affecta à votre père parce que personne ne croyait que l'affaire irait quelque part. Un expert comptable de province avec des soupçons sur un client du textile? Ce n'était pas le genre d'affaire que les vétérans se disputaient. Et pourtant, elle alla quelque part, dit mon père. Votre père porta le micro pendant 2 ans, continua Patricia. 2 ans de réunions avec Karim, 2 ans de conversations enregistrées, 2 ans de documents soustraits discrètement et photocopiés la nuit. Il rassembla assez de preuves pour démanteler toute l'opération. Des centaines de millions d'euros blanchis, des connexions avec 6 réseaux criminels différents, 3 fonctionnaires corrompus dont un juge d'instruction et un commissaire divisionnaire. 2 ans. Mon père avait porté un micro caché sous sa chemise pendant 2 ans, avait souri à Victor Karim à travers les tables de restaurant et les guichets de banque, avait serré la main à cet homme en sachant qu'il rassemblait les preuves pour le faire condamner. 2 ans pendant lesquels, chaque fois qu'il sortait de chez lui,
Il pouvait ne pas revenir, et il le savait, et il le faisait quand même. En 1998, j'ai témoigné, continua mon père. Au tribunal, devant Karim, ses avocats, les journalistes qui remplissèrent les premiers rangs. Karim me regarda pendant toute la durée de mon témoignage. Pas avec de la colère, avec une sorte de calme froid qui était pire que la colère. Comme s'il enregistrait chaque mot, chaque geste, chaque détail pour s'en souvenir. Il fit une pause. Il fut condamné à 30 ans. Silence. J'aurais dû être placé sous protection des témoins, dit-il enfin. C'était prévu. Nous en avions discuté. Mais l'OCRGDF me convainquit que le danger était passé, que Karim mourrait en prison, que son organisation avait été démantelée à la racine, que je pouvais vivre une vie normale, regarder le procès, assister à la condamnation, et puis simplement reprendre une vie normale. Et tu les as crus. Mon père leva les yeux sur moi. Dans ses yeux se trouvait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la culpabilité exactement, ou du moins pas seulement de la culpabilité. C'était davantage la fatigue de quelqu'un qui a combattu la même pensée depuis si longtemps qu'elle est devenue une partie de lui, comme une cicatrice qui ne fait plus mal, mais ne disparaît pas. Je voulais les croire. Ta mère et moi venions de nous marier. Nous voulions des enfants. Tu étais déjà en chemin, même si nous ne le savions pas encore. Je n'arrivais pas à imaginer élever une famille en me cachant, emmener mon fils à l'école en regardant par-dessus mon épaule, ne pas pouvoir dormir en paix parce que n'importe qui pouvait être quelqu'un envoyé par Karim. Alors tu es resté. Je suis resté. J'ai changé quelques habitudes. J'ai gardé les yeux ouverts pendant les premières années. Mais avec le temps, quand il ne se passait rien, quand la vie continuait normalement, toi qui grandissais, ta mère et moi qui construisions ce qu'on voulait construire, j'ai baissé la garde. Karim était en prison. Ses hommes s'étaient dispersés. Je pensais que c'était fini. Il se leva et s'approcha du mur. Ce mur tapissé d'histoires entrelacées de ficelles rouges. Il trouva une photographie et la pointa. Puis, il y a 3 mois, Victor Karim a été libéré. La photo montrait un homme la soixantaine avancée, prise à la sortie d'un établissement pénitentiaire. Cheveux entièrement gris, soigneusement coiffés, comme s'il avait eu le temps de se préparer à cette sortie. Des traits marqués mais non brisés. Des yeux clairs, presque gris sur la photo, avec cette qualité de froid absolu que possèdent certains lacs en hiver. Beau et dangereux à la fois. Ce n'était pas le visage d'un homme détruit par la prison. C'était le visage d'un homme qui avait utilisé la prison. Réduction de peine, dit mon père avec une amertume qui ne contenait aucune surprise, seulement une fatigue amère. Aménagement de peine pour bonne conduite, accords entre avocats, recours procéduraux. Il a fait ce que certains hommes font en prison. Il s'est rendu indispensable, il a collaboré juste assez pour sembler réhabilité, il a attendu, et le jour même où il est sorti, il a commencé à remettre ses plans en place. Des plans pour quoi? Pour ça? Il indiqua une autre section du mur. Une série de photographies différentes, non pas des images de documents ou de salles d'audience, des images de gens que je connaissais. Moi, pris de loin alors que je sortais de mon cabinet. Ma mère qui faisait ses courses au marché d'Aligre. Claire qui accompagnait les enfants à l'école. Sophie avec son cartable rouge et Louis avec le sien bleu. Une photographie prise dans le square à côté de chez nous. Les enfants sur la balançoire. Claire sur un banc avec son téléphone à la main, totalement inconsciente. Le sang se figea dans mes veines. Pas métaphoriquement. Le sang se figea vraiment. Je sentis un froid qui partait du centre de ma poitrine et irradiait vers les extrémités, comme si quelque chose d'essentiel s'était éteint. Il veut s'en prendre à nous tous. À toute la famille Fontaine, dit mon père. Sa voix se brisa. Pas complètement. Pas de la façon dont se brise la voix de quelqu'un qui perd le contrôle, mais de cette façon subtile dont se brise la voix de quelqu'un qui a gardé le contrôle trop longtemps et sent qu'il n'en peut plus. Une fine fissure dans un mur qui jusqu'alors semblait solide.
Il a eu 25 ans pour penser à ce que j'ai fait. 25 ans en cellule pour planifier sa vengeance. Il veut tuer tous ceux que j'aime, Julien. Il veut le faire pièce par pièce, personne par personne, en me forçant à regarder. Et ensuite, il veut me tuer lentement, en sachant que j'ai vu faire. La pièce semblait plus petite. L'air du box, déjà lourd de cette qualité confinée et artificielle des lieux sans fenêtres, sembla encore plus dense. « Comment tu le sais ?» Patricia s'avança, et dans sa façon de se déplacer, précise, sans urgence mais sans hésitation, je compris que c'était elle qui guidait cette partie de la conversation, comme elle avait guidé toute l'opération depuis des mois, peut-être des années. Nous avons des informateurs à l'intérieur de son organisation, des hommes qui étaient proches de Karim avant 1998 et qui, au fil des années, ont accumulé des dettes envers nous, des dettes qui se remboursent avec des informations. Quand Karim est sorti, il les a contactés presque immédiatement. En une semaine, il avait un noyau de personnes. En un mois, il avait un plan opérationnel. Un plan pour faire quoi exactement? Pour assassiner toute votre famille. Patricia prononça ces mots avec la franchise plate de celui qui a appris. Parce qu'il a dû l'apprendre, parce que c'est son métier, à dire des choses horribles sans les embellir, sans en arrondir les angles, sans donner aux gens la fausse consolation d'un euphémisme. Votre mère, votre femme, vos enfants, tous, avec votre père forcé à regarder chaque instant. Je me levais. Je n'en décidais rien. Je me levais. C'est tout. Le corps qui réagissait avant l'esprit. Les jambes qui me portaient brandi vers le rideau métallique fermé, comme si, au dehors, il y avait quelque chose d'urgent que je devais rejoindre. Puis je m'arrêtais, parce qu'il n'y avait rien d'urgent au dehors. Au dehors, il n'y avait que des rangées de box gris et des caméras de surveillance, et un soir qui devenait nuit. C'est pourquoi j'ai simulé ma mort, dit mon père, avec la voix de quelqu'un qui sait que ses paroles ne suffiront pas, mais les dit quand même. Si Karim croit que je suis mort, il pourrait perdre son intérêt. Il pourrait décider que la vengeance ne vaut pas la peine si sa cible principale a déjà disparu. Il pourrait, mais le message de maman. Le visage de mon père se fit sombre, comme un ciel avant l'orage. C'est pourquoi je t'ai dit de ne pas rentrer. Quelque chose ne va pas. Ce message, ce n'était pas elle. Le phrasé était faux. Le ton était faux. Ta mère n'écrirait jamais comme ça, même dans un moment de crise, même si elle était mourante. Donc les hommes de Karim sont probablement chez vous maintenant. Probablement. À t'attendre. Je sortis mon téléphone. Mes doigts tremblaient légèrement, tandis que je cherchais le numéro de Claire. Elle répondit à la deuxième sonnerie. « Julien, salut. Comment s'est passé l'enterrement ?» Sa voix était celle de toujours, chaude, avec cette qualité de présence totale qu'elle avait toujours eue au téléphone, comme si rien n'existait au-delà de la personne avec qui elle parlait. « Tu arrives quand? Tu es où? Où êtes-vous, vous? » ?»« Chez tes parents. Ta mère nous a invités à dîner après la cérémonie. On est entré avec le double des clés qu'elle nous avait données. Les enfants sont dans le jardin. » Claire baissa légèrement la voix. « Sophie t'a demandé. » Et Louis a mis la cravate de grand-père qu'il a trouvée dans l'entrée. Il dit qu'il veut lui ressembler. Mon cœur s'arrêta. « Maman n'est pas avec vous? » ?»« Non, elle a dit qu'elle avait une commission à faire après les funérailles. Elle nous a dit de ne pas l'attendre. » Une très brève pause. « Julien, ça va? Ta voix semble bizarre. »« Claire, écoute-moi. » Je cherchais à garder ma voix ferme, posée, dépourvue de tout élément susceptible de lui faire plus peur que mes mots n'allaient déjà le faire. « Prends Sophie et Louis et sortez de cette maison maintenant, tout de suite. »« Quoi? Pourquoi? Julien? » ?»« Je ne peux pas te l'expliquer maintenant, pas au téléphone. Je te demande de me faire confiance comme je ne t'ai jamais rien demandé de toute ma vie. Prends les enfants, sors par la porte et allez dans un endroit public. Le café du coin, le centre commercial de la Défense, n'importe où, avec beaucoup de monde et de lumière. Et ne dites à personne où vous allez. Silence. Le type de silence dans lequel on entend une personne qui réfléchit, qui évalue, qui décide en quelques secondes
si elle peut faire confiance à quelque chose qu'elle ne comprend pas. D'accord, dit Claire finalement. D'accord, on sort. Appelle ce numéro quand vous êtes en sécurité. Et Claire, ne rentre pas chez nous non plus. Pas avant que tu aies de mes nouvelles directement de ma bouche. Julien, je t'aime. Maintenant vas-y. Je raccrochais. Je me retournais vers mon père. Claire et les enfants sont chez toi. Karim pourrait avoir quelqu'un là-bas. Ils n'y sont pas. Patricia fixait son téléphone avec cette concentration absolue de celui qui est habitué à lire des informations urgentes en temps réel. Nous avons une surveillance sur la résidence Fontaine depuis des semaines. 2 hommes sont arrivés il y a environ 50 minutes. Ils sont entrés par la porte de service. Ils sont à l'intérieur.